La naissance de la juridiction administrative est le fruit d'une évolution historique. Sous la Révolution, au terme de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor III, les révolutionnaires décident que les juges ne peuvent pas intervenir dans les affaires de l'administration. C'est l'apparition du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais il n'existe pas encore de tribunal administratif. Un administré en conflit avec une administration doit s'adresser en dernier lieu au ministre, qui est à la fois juge et partie. On parle alors du système dit du ministre-juge. Sous l'Empire, la loi du 28 Pluviôse an 8 crée le Conseil d'État et les conseils de préfecture. Le premier ne disposant dans ce système dit de la justice retenue que d'un simple pouvoir de proposition, de résolution des contentieux à l'attention du chef de l'État, puis des ministres, seuls responsables du choix des solutions à retenir. Ce système est un héritage du pouvoir royal revenu à la faveur de l'Empire. Sous la République, il faudra attendre la loi du 24 mai 1872 pour que soit enfin consacrée la substitution définitive du système de la justice déléguée à celui de la justice retenue. Le Conseil d'État s'affranchit de la doctrine du ministre-juge pour devenir le juge administratif de droit commun par son arrêt cadeau du 13 décembre 1889. Ce n'est toutefois qu'en 1980 que l'existence constitutionnelle de la juridiction administrative sera finalement consacrée. Jusqu'alors, seule l'existence de l'ordre des juridictions judiciaires était mentionnée dans les articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Se posait donc la question de la pérennité du juge administratif et de ses compétences, dont l'existence ne tenait qu'à une simple loi. C'est une décision finalement du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980, dite loi de validation, qui a finalement assuré définitivement aux juridictions administratives leur indépendance et leur domaine de compétence en se fondant sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Tout particulièrement, la loi du 24 mai 1872, puis sur la conception française de la séparation des pouvoirs pour définir un statut constitutionnel de la justice administrative en rappelant que l'indépendance des juridictions est garantie, ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement. Ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions administratives lorsqu'elles décident d'adresser des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges qui relèvent de leur pleine compétence. Dans une seconde décision du 23 janvier 1987, dite Conseil de la concurrence, le Conseil constitutionnel va plus loin. Il affirme solennellement que, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle. Ces éléments de jurisprudence permettent d'affirmer clairement que le juge administratif est et demeure un juge d'attribution chargé d'appliquer aux litiges nés des décisions ou des agissements de l'administration un droit spécifique né de la notion de service public distincte de celle de la gestion privée, appliquée aussi aux contrats, aux travaux et au domaine public. La référence de principe est ici l'arrêt du Conseil d'État Terrier du 6 février 1903. Un juge qui doit savoir distinguer l'intérêt général des intérêts particuliers, selon Pierre Mazot. Ce n'est pas un juge classique. Toutefois, ces jurisprudences ne sauraient faire oublier que le contentieux administratif, constitutionnellement reconnu comme tel, n'est que celui du contentieux de l'annulation ou de la réformation, ce que l'on appelle dans le jargon juridique le recours pour excès de pouvoir, et pas celui de la responsabilité, et plus généralement pas le contentieux indemnitaire qu'on appelle le recours de plein contentieux.
Ce dernier est en effet le résultat d'un travail purement prétorien, c'est-à-dire une création du juge à travers sa jurisprudence. Un exemple patent de cette création est la jurisprudence du tribunal des conflits Blanco du 8 février 1873, qui isole un régime particulier de responsabilité de la puissance publique par rapport à celle reconnue dans le droit privé. En effet, l'État ne peut voir engager sa responsabilité que sur la base des règles du droit civil, car ce dernier ne régit que les rapports entre particuliers. Il ne peut donc pas s'appliquer à notre cas d'espèce. Un autre exemple. La distinction entre faute personnelle et faute de service, établie par une jurisprudence Pelletier du tribunal des conflits le 30 juillet 1873. Ou encore la définition des services publics industriels et commerciaux par opposition aux services publics administratifs précisée dans cette décision du 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain. Il n'en demeure pas moins qu'il existe des exceptions au principe et des limites à la création jurisprudentielle, du fait de la création législative de blocs de compétences et de la jurisprudence du tribunal des conflits.